Dans le dernier épisode, SpaceX a démonté de nombreux réservoirs de l'ancien pas de tir suborbital pour y construire sa future tour de lancement, et 3 sections de la tour numéro 2 ont été livrées sur le site de Sanchez. Sur le pas de tir orbital, un GS supplémentaire a été retiré de la première ferme à Ergol, et SpaceX a effectué une première répétition générale de lancement pour l'OFT-4. SpaceX a ensuite désassemblé le Ship 29 pour terminer les finitions de son bouclier thermique. Bienvenue pour cette nouvelle Starship Update, l'émission qui vous résume toutes les actualités du programme Starship. Allez, salut à tous, pour cet épisode 132, on commence donc sur le site de lancement de la Starbase où SpaceX commence à faire place nette pour les derniers tests du Starship avant le prochain lancement. Dans la nuit du 23 au 24 mai dernier, le support de transport du booster B11 et la plateforme de maintenance des moteurs Raptor ont été transférés vers le site de production. Du côté de l'OLP, sachez aussi que les stabilisateurs de la table de lancement ont été démontés. La prochaine fois que le B11 quittera le pas de tir orbital, ce sera donc en principe lors du prochain lancement du Starship, qui commence donc sérieusement à se rapprocher. Entre-temps, au pied de la tour de lancement, le Ship 29 se fait donc une petite beauté. Plusieurs nacelles orbitent autour du prototype pour inspecter et remplacer les dernières tuiles thermiques du véhicule, aussi surnommées les Starbricks en anglais. 2 jours plus tôt, les équipes du site de lancement ont aussi découpé les derniers restes du GSE numéro 1, le réservoir vertical dont on a suivi le démantèlement dans le dernier épisode. Au moment où j'écris ces lignes, la grue Marvin semble prête à lever une nouvelle coque de protection, tandis qu'au premier plan, SpaceX a comme prévu rasé l'intégralité du pas de tir suborbital. Et en effet, vendredi dernier, SpaceX a démonté le dernier réservoir horizontal de l'ancienne ferme à Ergol connectée au pas de tir suborbital. On en parlait la semaine dernière, les équipements sol sont réutilisés par SpaceX, soit sur le centre de test de McGregor, soit sur le site de lancement floridien de Cap Canaveral. On s'en doutait, le démantèlement des installations a été effectué en un temps record, et aujourd'hui, il ne reste donc rien ou presque des anciennes installations sol du mini pas de tir. Vendredi, Mauricio a repris les airs pour la chaîne RGV Aerial Photography et nous a offert ses nouveaux clichés du chantier en cours. À part une petite section de la digue de protection, le pas de tir suborbital est méconnaissable et on peut voir que SpaceX a même commencé la mise en place des fondations de sa future tour de lancement orbitale. Dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 mai, SpaceX a transféré la 5e et dernière section de la tour préassemblée sur la base arrière du Kennedy Space Center. Au total, 5 des 9 sections de la future tour de lancement ont été livrées sur le site de Sanchez en moins de 10 jours. Pour rappel, 2 sections ont été assemblées directement à Boca Chica. Les étages numéro 4 et 5 attendent toujours en Floride leur transfert par barge vers la Starbase. SpaceX profitera peut-être de ce prochain convoi pour livrer les pièces du bras de ravitaillement et celles des chopsticks, qui ont elles aussi été partiellement préassemblées sur la base arrière d'Orange Grove, l'ancien site de Roberts Road. Au total, 9 sections seront empilées pour former la seconde tour de lancement, un chantier qui s'annonce passionnant à suivre, notamment pour identifier ensemble les différentes petites améliorations que SpaceX apportera certainement au nouvel étage 0 du Starship. En attendant la livraison des 2 sections toujours parquées au Kennedy Space Center, j'en parlais un petit peu plus tôt, SpaceX a donc aussi entamé le chantier de la seconde tour de lancement à Boca Chica. Selon l'équipe de Zach Golden, les nouvelles fondations sont constituées de 133 pieux à tarière continue, mesurant près de 60 cm de diamètre chacun. Selon leur estimation, ces pieux sont espacés d'environ 2,40 m les uns par rapport aux autres, et forment un quadrillage carré d'environ 33 mètres de côté, sur lequel la base du nouveau Mechazilla sera construite. Souvenez-vous, pour la première tour, SpaceX avait choisi une méthode un petit peu différente en installant 25 pieux en béton armé, mais de plus grand diamètre. En choisissant de mettre en place de plus petits pieux, les ingénieurs augmentent en fait de manière significative la surface de contact entre les fondations et le sol de la Starbase, augmentant par la même occasion la stabilité de l'immense structure qui devrait pour rappel mesurer environ 145 mètres de hauteur.
La surface au sol de ces fondations sera probablement plus grande, notamment pour accueillir les extensions qui abriteront les éléments du treuil, comme celles construites sur la base de la tour du Kennedy Space Center. Sur X, selon Zach Golden, les premiers éléments récupérés sur le pas de tir suborbital de la Starbase viennent tout juste d'arriver au Kennedy Space Center. Entre-temps, toujours sur les réseaux, Harry Stranger a aussi partagé les conclusions de l'enquête environnementale commandée pour évaluer l'impact de l'extension du site d'Orange Grove, la base arrière de SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk a reçu le feu vert pour ajouter pas moins de 40 hectares de terrain à l'ancien site de Roberts Road, de quoi construire un énorme site de production similaire voire même plus grand que celui en fonction à Boca Chica. Sur le site de production de la Starbase, comme on l'a vu dans l'épisode 130, SpaceX a utilisé un hélicoptère pour se faire livrer des climatiseurs sur le toit de l'immense Star Factory. Si je vous en parle, c'est que sur Facebook, des photos prises par le pilote ont fuité, montrant le site de la Starbase sous un nouvel angle. Ici à droite, on devine notamment le Ship 30 parqué dans le High Bay. Entre-temps, la production des Super Heavy semble sur le point de reprendre dans le Mega Bay numéro 1, puisqu'un nouveau dôme commun de booster a été aperçu vendredi 24 mai. Pour rappel, cette pièce délimitera le réservoir d'oxygène, celui en bas du booster, et celui de méthane, placé en haut. Le segment présente plusieurs nouveautés, dont une nouvelle architecture des vannes de dépressurisation, dont les protections sont maintenant arrondies. Enfin, pour finir ce petit chapitre, on a aussi des nouvelles du Mega Bay 2 Dev Assembly, un prototype de 5 anneaux de hauteur dont les premières pièces ont été repérées le 7 mai dernier. On en parlait dans l'épisode 129. 2 semaines après le transfert des premières pièces dans le bâtiment d'assemblage dédié au chip, SpaceX a fini d'empiler les 3 segments de la section test pour la placer sur un support de transport. Le prototype a ensuite quitté le Mega Bay 2 pour être parqué un petit peu plus loin. Comme vous pouvez le voir, Starship Gazer a profité du transfert de la section pour prendre plusieurs clichés sur lesquels on devine plusieurs tuiles thermiques installées sur la jonction des anneaux supérieurs. Si ce détail nous intéresse, c'est que jusqu'ici, SpaceX utilise une colle spéciale pour fixer les tuiles sur les jonctions des 6 segments qui composent le second étage du Starship. Avec ce nouveau prototype, les ingénieurs semblent donc vouloir remplacer cette colle par le système de triple fixation traditionnel qui occupe tout le fuselage. Cette modification, si elle est confirmée et gardée par SpaceX, devrait améliorer la tenue des Starbricks sur la V2 du Starship. La prochaine génération de prototypes aura de nombreuses modifications d'architecture qui devront être validées, notamment en passant des tests structuraux sur le site de Massey. Sur l'ancien stand de tir acheté par SpaceX, le constructeur continue l'assemblage d'un nouveau banc d'essai qui succédera probablement au fameux Can Crusher, l'écraseur de canettes utilisé pour effectuer divers tests de compression et vérifier la résistance structurelle du Starship. Selon toute vraisemblance, une fois qu'il sera complété, ce nouvel instrument de torture fera environ 25 mètres de hauteur et pourra être utilisé par SpaceX pour simuler les contraintes mécaniques subies par le véhicule lors des différentes phases de vol. Un petit peu plus loin, le Ship 26 est toujours fièrement perché sur le nouveau banc d'essai moteur construit sur le site de Massey. Équipé d'un carnot et d'un déflecteur refroidi à l'eau, le système conçu par SpaceX permettra de placer les prototypes à tester directement au-dessus de la tranchée. Pour pouvoir mettre en place le banc d'essai mobile, une large dalle de béton permet au SPMT de déposer les prototypes au-dessus de la fosse prévue pour y effectuer les allumages moteurs. Sur cet avant-après, on peut voir que SpaceX a fait place nette sur l'ancien stand de tir, et je serais pas étonné de voir le Ship 26 effectuer prochainement une mise à feu statique d'un ou plusieurs de ses moteurs pour tester le nouveau banc d'essai et son déluge d'eau.
En attendant de voir le Ship 26 inaugurer la tranchée creusée sur le site de Massey, SpaceX vient d'utiliser le ship sans tuile, sans porte-cargo et sans aileron pour tester les connexions des conduites cryogéniques du mini-pas de tir. Vendredi 24, une petite quantité de liquide cryogénique a été chargée dans le réservoir d'oxygène du prototype S-26. Et oui, si SpaceX continue sur sa lancée, qui sait, on verra peut-être l'allumage moteur du Ship 26 à Massey avant même le décollage du prochain vol orbital. Le 24 mai dernier, SpaceX a publié une update sur son site internet dans lequel le constructeur présente le plan de vol de l'OFT-4 et revient sur le vol test du booster B10 et du Ship 28. Selon SpaceX, l'OFT-3 a marqué un cap important dans le développement de leur lanceur lourd à réutilisation rapide. Le vol aura été l'occasion de célébrer plusieurs grandes premières, comme par exemple la première ouverture et fermeture de la porte cargo d'un ship dans l'espace, suivie de la première démonstration de transfert de carburant qui, selon l'article, aurait été un succès. Pour rappel, lors du vol numéro 3, le test de la porte cargo n'a pas franchement été convaincant, et on n'avait eu aucun retour après le transfert de 10 mètres cubes d'oxygène liquide entre les réservoirs internes du véhicule. Si on a toujours peu d'informations sur cet essai, selon SpaceX, il aurait fourni des données précieuses pour préparer le programme Artemis et le développement de la technologie de ravitaillement orbital, un élément indispensable pour espérer voir un jour l'atterrisseur de SpaceX se poser sur la Lune. En tout cas, une chose est certaine, malgré la perte de contrôle du Ship 28, les images de l'entrée atmosphérique du véhicule nous avaient tous scotchés à nos écrans. Les 18 000 Starbrick qui couvrent le fuselage du second étage seront d'ailleurs au cœur du prochain vol test, l'OFT-4, dont on reparlera dans un instant. L'autre grand défi du vol numéro 4 sera de résoudre les problèmes rencontrés lors du retour sur Terre du premier étage du Starship, le Super Heavy B10. Backburn setting it up for eventual splashdown in the Gulf of Mexico. Toujours dans cet article publié en ligne le 24 mai dernier, SpaceX revient donc longuement sur les performances du booster B10 lors de l'OFT-3, le vol test organisé à Boca Chica le 14 mars dernier. Quelques instants après la séparation des deux étages, le Super Heavy aurait amorcé son boost backburn en rallumant 13 des 33 moteurs Raptor du véhicule pour propulser le premier étage vers son lieu d'atterrissage prévu au large de Boca Chica. Les 13 moteurs ont fonctionné avec succès jusqu'à ce que 6 d'entre eux s'arrêtent de fonctionner, déclenchant un arrêt précoce de la manœuvre du boost back. Le prototype B10 a ensuite continué à descendre pour tenter son landing burn, une manœuvre qui prévoyait apparemment le rallumage des 13 moteurs centraux pour ralentir le booster avant de tenter un amérissage en douceur. Malheureusement, les 6 Raptors qui manquaient à l'appel lors du boost back burn ont été écartés par l'ordinateur de bord lors de la séquence de redémarrage des moteurs du B10. 7 des 13 moteurs centraux se sont rallumés avec succès pour tenter de ralentir le premier étage en vain. Le premier étage avait donc une poussée d'atterrissage plus faible que prévu lors de la phase finale de sa descente, et le contact a été perdu à environ 462 mètres d'altitude au-dessus du golfe du Mexique, et un peu moins de 7 minutes après le début de sa mission. Toujours selon l'article de SpaceX, la cause la plus probable de l'arrêt précoce des moteurs lors du boost backburn serait encore une fois de plus liée au blocage du système de filtre installé au niveau de l'alimentation des moteurs en oxygène liquide. Ce blocage aurait entraîné une perte de pression à l'entrée des turbopompes de 6 des 13 Raptors centraux. Vous en rappelez certainement, ce problème n'est malheureusement pas nouveau et le constructeur avait déjà mis en place plusieurs modifications matérielles avant le vol 3. Suite à la perte du booster 10, les boosters Super Heavy pour le vol 4 et au-delà recevront donc des améliorations supplémentaires au niveau des réservoirs d'oxygène pour améliorer les capacités de filtration des ergols. Selon SpaceX, les données recueillies lors de l'OFT-3 ont aussi permis de mettre à jour les logiciels et l'ordinateur de bord du Starship pour augmenter la fiabilité des Raptors en conditions d'atterrissage.
Ces améliorations, on l'espère, devraient porter leurs fruits lors de l'OFT4, dont le plan de vol, vous allez voir, semble beaucoup plus ambitieux. En ce qui concerne le plan de vol, le constructeur passe un cap et vise déjà la récupération des 2 prototypes. Sur leur site internet, le constructeur explique se fixer 2 objectifs principaux. L'exécution du landing burn et le soft landing du booster dans le golfe du Mexique d'une part, et la réussite de l'entrée atmosphérique contrôlée du Ship 29 d'autre part. Pour maximiser ses chances de récupération du premier étage du Starship, SpaceX a visiblement prévu de larguer l'anneau du hot stage ring 2 secondes après l'arrêt du boost back burn. Et oui, c'est l'une des 2 grandes nouveautés de ce plan de vol. Selon SpaceX, la séparation de l'extension du booster permettra d'alléger un maximum le véhicule lors de sa phase finale de son vol. Alors, pas de panique, sachant que SpaceX souhaite développer le tout premier lanceur entièrement réutilisable, il s'agit bien sûr ici d'une mesure temporaire. Pour comprendre cette décision, il est bon de rappeler que le réservoir d'atterrissage du booster a été conçu et dimensionné bien avant la mise en place de la séparation à chaud des 2 étages. Depuis, SpaceX a aussi alourdi le premier étage en ajoutant de nouveaux systèmes anti-incendie, comme par exemple de nouveaux blindages moteurs et aussi de longs réservoirs de CO2 placés sous les ailettes du Super Heavy. Vous vous en doutez, ces changements ont inévitablement augmenté la masse du booster dont la manœuvre d'atterrissage sera logiquement plus gourmande en carburant. Sur internet, plusieurs membres et graphistes de la communauté estiment d'ailleurs que l'anneau du hot staging avait déjà été largué lors de l'OFT3 sans que SpaceX n'en fasse l'annonce officielle sur le plan de vol. Alors personnellement, vous me connaissez, je préfère prendre des pincettes et attendre un petit peu d'avoir plus d'informations officielles, notamment lors du prochain lancement, qui prévoit donc la récupération du Ship 29. Et oui, j'en parlais un petit peu plus tôt, l'autre grand objectif de l'OFT4 sera donc la tentative de récupération du second étage, le prototype S29. Alors pour ça, SpaceX a utilisé les données collectées lors du 3e vol sur le Ship 28, qui pour rappel a perdu le contrôle de son altitude avant de disparaître des radars à quelques 65 km au-dessus de l'océan Indien. Sans pouvoir ajuster son orientation, le bouclier thermique et les parties vulnérables du véhicule ont apparemment été exposés à des températures bien trop élevées, causant la perte du Ship 28. Selon les ingénieurs, la cause la plus probable de cette perte de contrôle serait liée au blocage des cold gas thrusters, ces petits propulseurs à gaz froid qui équipent le fuselage du Ship. Pour maximiser les chances de réussite du Ship 29, SpaceX a mis à jour le prototype pour réduire les risques de blocage et ajouter de nouveaux propulseurs pour assurer la redondance des systèmes de contrôle du roulis. Si tout se passe comme prévu, le Ship 29 devrait donc attaquer les couches hautes de l'atmosphère dans de meilleures conditions afin de tester l'efficacité de son très critiqué bouclier thermique avant de tenter la fameuse manœuvre du flip. Et oui, vous m'avez bien entendu, cette fois-ci SpaceX affiche ses ambitions et souhaite tenter de rallumer les moteurs du S29 10 secondes seulement avant d'impacter l'océan pour tenter de simuler un atterrissage vertical. Alors le dernier en date qu'on a vu remonte quand même au 5 mai 2021 quand le SN15 a effectué sa manœuvre du flip à la perfection après 6 minutes et 8 secondes de vol au-dessus de la Starbase. Et oui, ça nous rajeunit pas. En tout cas, avec un tel plan de vol pour l'OFT4, même si tout ne se passe pas à la perfection, ça nous promet de sacrés frissons et surtout un beau spectacle à partager quoi qu'il arrive.
Allez, en parlant de beaux spectacles, avant de passer aux nouvelles 2 dernières minutes, je vous propose de faire un détour rapide sur le centre d'essai de McGregor où SpaceX continue de pousser les limites de son moteur Raptor. La semaine dernière, l'un des prototypes testés sur le banc d'essai vertical a subi une anomalie impressionnante, provoquant une réaction en chaîne et l'explosion d'une partie des installations sol du centre d'essai texan. On espère que tout ça sera vite réparé pour que les tests reprennent le plus rapidement possible sur le site. Comme promis, on se quitte donc sur quelques nouvelles fraîches en commençant par le site de lancement où, dans la nuit de samedi à dimanche, le prototype S29 a été placé entre les chopsticks de la tour Mechazilla. Objectif, assembler le second étage à son booster pour tenter une nouvelle répétition générale de lancement. Dimanche, les bras de la tour Mechazilla sont donc passés à l'action pour soulever le ship de 50 mètres de hauteur. L'opération s'est déroulée sans accroc, comme vous pouvez le voir, et si tout se passe comme prévu, c'était donc l'avant-dernier levage du S29 avant son grand envol. Selon la communauté, SpaceX pourrait effectuer un second wet dress rehearsal avant de désassembler le second étage une dernière fois pour y installer et surtout armer les charges explosives du système FTS. Et oui, vous l'aurez compris, la pression monte à Boca Chica et le 4e lancement se rapproche à grands pas. J'espère que les prochains tests se dérouleront sans encombre et surtout que la date du 5 mai sera maintenue par SpaceX. En tout cas, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Ciao.